aider d'autres. Be'ezrat Hashem. Je vais vous parler aujourd'hui, dans le peu de temps, de ce qui constitue le minimum vital qu'on peut donner à nos enfants pour assurer leur équilibre. Be'ezrat Hashem. La réussite n'est pas dans nos mains, elle est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tant que Ishtadlut, je vais vous donner ce que j'ai appris du Rav, qui constitue un minimum vital, que Be'ezrat Hashem, avec ça, malgré le fait qu'on n'est pas encore devenu des malachim, des anges de service, alors on peut quand même donner énormément à nos enfants. Je vais vous faire une description très très rapide, parce que le temps nous presse, de la situation, de l'interaction émotionnelle qu'on a aujourd'hui avec l'enfant. On vit dans un monde pressé, stressé. Il y a toutes sortes de patrimoine et héritage historique que nous avons dans notre carte affective qui font que parfois on n'a pas toujours la possibilité d'exprimer autant d'affection qu'on voudrait aux enfants. Et on va essayer de dépasser ces choses-là. Nous savons, ici je ne vous apprendrai pas quelque chose, que l'amour est le ferment de la passation des valeurs et le ferment de l'équilibre affectif des enfants. Et ce qui va les protéger à l'extérieur. Un enfant qui est plein d'amour, il sort protégé. Et le Navi nous dit « Al-kol peshaim techase ahava ». Ce qui veut dire que l'amour couvre toutes les fautes. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que quand un enfant est imprégné, se sent aimé, alors même nos propres fautes, entre guillemets, ça veut dire nos incohérences, le fait qu'on n'est pas encore arrivé à une totale maîtrise de nous-mêmes, alors c'est comme une pommade magique qui comble les manques, qui comble les vides, et qui fait que la relation va bien passer entre nous, qui fait que la passation des valeurs va se faire. Alors tout ça, nous le savons. Pourquoi on doit parler de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de parasitage de la relation d'amour entre nous et les enfants. Ces parasitages, soit ils viennent de la maison, soit ils viennent de l'extérieur de notre mode de vie. Et peu de gens sont sensibilisés à cette chose-là. Ils sont rassurés par le fait qu'ils sentent, bien sûr qu'on aime nos enfants. Qui n'aime pas ses enfants? Tout le monde aime ses enfants. Alors comment ça se fait que beaucoup d'adolescents qui sont audités, le point central qui revient très souvent, c'est qu'ils disent qu'ils ne se sentent pas aimés. Nous, on doit bien focaliser notre idée sur le fait que le but pour nous, ce n'est pas que l'enfant sache qu'on l'aime, mais il sait bien qu'on l'aime. Non. C'est que l'enfant se sente aimé. Et pour que l'enfant se sente aimé, il faut dépasser certains parasitages. Premier parasitage, certains parents ne sont pas très démonstratifs. Alors certains vont dire, bon, c'est un caractère. C'est comme ça, dans notre famille, on est comme ça, on n'est pas expansif. Je l'aime dans mon cœur, mais je ne suis pas très tactile, je ne suis pas très démonstrative. D'autres disent, c'est pas que je ne suis pas démonstrative, mais j'ai un blocage, j'ai une difficulté. Ou alors j'arrive avec les petits à être démonstrative, et puis avec les plus grands, j'ai plus de mal. Toutes ces choses sont des choses très courantes qu'on entend aujourd'hui. En quoi ça pose un problème pour nous? Le problème, il est comme ça, que la langue de l'enfant, ce n'est pas la langue de l'abstrait. La langue de l'enfant, c'est la langue du mouchachi en hébreu, c'est-à-dire la langue de ce qui se vit, de ce qui se ressent. Et donc, un amour qui n'est pas démontré par des expressions claires, enlacées, embrassées, je vous parle de choses très concrètes, ne nourrit pas l'enfant. C'est un des constats que le Rav a soulevé et nous a beaucoup sensibilisés là-dessus. Et si l'adulte ne ressent pas ce problème-là, parce qu'en tant qu'adulte, on peut communiquer dans le domaine de l'abstrait, on a l'impression que l'amour, c'est quelque chose de télépathique qui peut passer de façon automatique sans qu'on ait besoin de l'exprimer forcément. C'est vrai, entre adultes, ça peut être. Mais avec les enfants, c'est tout autre, parce que jusqu'à l'âge de Bardat, 12 et 13 ans, ils n'ont pas de perception de ce qui est abstrait. Donc, si tant est qu'il y a amour, il y a, cet amour ne le nourrit pas, ou en tout cas sûrement pas suffisamment. On verra après comment on peut dépasser cette difficulté à exprimer. Deuxième parasitage, beaucoup plus fréquent, c'est que dans la société dans laquelle nous vivons, qui est devenue une société contractuelle, alors même dans la maison, l'amour est devenu quelque chose de conditionnel. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si l'enfant se comporte bien, il a de l'affection, et s'il se comporte mal, il n'en a pas. Ou alors pas juste il n'en a pas, il a carrément une coupure émotionnelle avec le parent, parce que le parent peut-être prend très à cœur, et donc il y a une petite envie de vengeance. Donc il y a une coupure émotionnelle à ce moment-là qui se fait.
Le ressenti de l'enfant, c'est que si c'est comme ça, si c'est conditionnel, il ne se sent pas réellement aimé non plus. Et ici, je fais venir un argument très puissant qui est la définition, le référentiel de la Torah qui définit l'amour. Puisque les temps changent, les époques changent, mais le référentiel Torah, c'est l'arbre de vie, il ne bouge jamais. Là-bas, il y a marqué « Ahavat tluya badavar, eina ahava ». L'amour qui est conditionné à quelque chose n'est pas de l'amour. J'aurais pu imaginer que la Torah va me dire « Bon, c'est un amour de qualité moyenne, c'est un amour de qualité médiocre. » Mais ici, la Torah vient et te dit, elle disqualifie. Elle te dit « Ahavat tluya badavar, eina ahava ». Du moment que c'est conditionné à quelque chose, c'est tout simplement pas de l'amour. C'est difficile de dire ce constat dans une société où c'est devenu très difficile de trouver un standard comme celui-là d'amour gratuit. La société est complètement contractuelle. Je donne, tu me donnes, je te rends. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est arrivé jusqu'à nos maisons. Et nous, on veut essayer de faire ressortir, pas de réinventer, mais de ressortir cette fibre de parents d'amour filial gratuit. Alors, il y a des foyers où cet amour conditionnel, entre guillemets, il est explicite. Explicite, c'est-à-dire c'est carrément dit. Dit, je t'aime parce que tu étudies bien, je t'aime parce que tu fais bien ta bracha, qui sont bien sûr des expressions à proscrire. D'autres cas, dans le cas négatif, si un enfant se comporte mal, je t'aime plus, tu es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. Qu'est-ce qui ressort de ça? L'enfant, il pense que ce n'est pas lui qu'on aime, c'est son comportement. Et quand c'est comme ça, également, l'amour ne le nourrit pas. J'appelle ça un parasitage de la transmission d'amour entre parents et enfants. Je suis en train maintenant de mettre la lumière sur tous les éléments, en tout cas une grande partie des éléments qui peuvent déranger la transmission du message. J'aime mon enfant, pourquoi il ne le reçoit pas? On a vu premièrement, quand ce n'est pas démontré, il y a un parasitage. Quand c'est conditionnel, et c'est très fréquent aujourd'hui, on va travailler sur ça, on travaille sur ça, mais c'est fréquent. Alors, il ne reçoit également pas, cet amour ne le nourrit pas tout simplement, parce que avat tluya badavar eina ahava, un amour qui est conditionnel ne nourrit pas. Troisième parasitage, avant de passer au troisième, je veux préciser également que parfois, dans d'autres foyers, ce message d'amour conditionnel, il est implicite. Le parent est un peu pédagogue, il ne va pas dire des choses comme ça, de dire « je t'aime parce que tu es gentil » ou « je t'aime parce que tu es un bon enfant ». Il ne va pas le dire, mais sur le terrain, les manifestations d'affection ne coïncident seulement qu'avec les bons comportements de l'enfant. Donc pour corriger cette chose-là, l'idée, ça serait d'être capable de diffuser de l'affection pour rien, comme ça, Stam, parce que tu es mon fils, mes yeux, ma vie, ma lumière. Ça, je ne vous apprends pas. Alors, il faut multiplier ce genre de manifestations d'affection qui sont gratuites, pour rien. Et ça va concourir à agrandir la sensation chez l'enfant qu'il est aimé. Troisième parasitage, c'est notre mode de vie. Nous avons un mode de vie très pressé, très stressé. Il y a de l'agressivité ambiante au dehors, il y a de l'empressement au dedans, il y a des humeurs au dedans, parfois, pas vous, bien sûr, les autres. Et toutes ces choses-là également dérangent le message d'amour entre parents et enfants, parce que l'enfant, dans ses premières années, il a une perception égocentrique, pas égoïste, égocentrique, c'est-à-dire que tout est tourné vers lui, donc il est un buvard de nos émotions. Lorsqu'on est contrarié par une chose qui n'a rien à voir avec l'enfant, vous verrez que chez vous, les plus sensibles vont vous dire « Qu'est-ce qu'il y a, maman, j'ai fait quelque chose ?» alors qu'en fait, il n'y a rien à voir avec lui. Tout simplement parce que l'enfant fonctionne sur une perception égocentrique jusqu'à un certain âge, 7-8 ans. Donc toutes ces choses-là, on les met en lumière avec une rapidité extrême. Ce sont des choses qu'on étudie des 2 heures ou 3 heures en règle générale, mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, ça suffira pour renseigner et apporter des solutions. Et toutes ces choses-là, c'est un petit peu une description très rapide de l'état des lieux. Je ne suis pas venue vous enlever le moral, au contraire, je suis venue vous donner, avec l'aide de Dieu, des forces et de la volonté. Donc on va essayer de voir des solutions pour essayer d'améliorer cette réalité. La réalité, c'est qu'il est extrêmement fréquent que les enfants ne se sentent pas aimés, et s'ils ne se sentent pas aimés, ça a beaucoup d'implications problématiques pour nous. L'implication numéro 1, c'est que la passation des valeurs va devenir difficile. C'est ce qui explique que des gens qui sont de qualité authentique, qui ont des vraies valeurs de Torah, puisqu'on va parler de Torah, oui, alors ils ont du mal à les faire passer. On ne comprend pas, mais je ne comprends pas, je suis authentique. Pourquoi ça ne passe pas chez l'enfant? Il manque ce terreau. Il manque cette terre chaude qui va favoriser que la plante va pousser. Cette terre chaude, ce terreau, c'est un bon relationnel avec les enfants, c'est que les enfants se sentent inondés d'amour. Jamais trop d'amour il y aura,
Jamais trop de manifestations il y aura. Et il ne faut pas craindre que ça va être en frontière avec de la gâterie. La gâterie et l'affection n'ont strictement rien à voir. On ne va pas faire des enfants gâtés parce qu'on leur donne trop d'affection. On peut faire des enfants gâtés en leur cédant quand ce n'est pas le moment. Ou lorsqu'on a dit une décision, on a dit non, on garde le non. Mais gâté par de l'affection, ça n'existe pas, comme ça nous dit le Rav. Ça n'existe pas. Donc, vous pouvez aller, en sachant le contexte problématique, entre guillemets, dans lequel on vit, le mode de vie, etc., même celle qui est affectueuse, qu'elle mette les bouchées doubles pour combler ce qui manque. Maintenant, on pourrait dire, Bezrat Hashem, on va devenir des malachim, on va être calme, patient, affectueux, d'humeur égale, toutes ces choses merveilleuses jusqu'à demain matin. Ce n'est pas une solution véritable. D'accord ? Ici, on vient éveiller l'attention du public, mais il faut quand même donner des outils réels et concrets. Et le Rav et son équipe, le Rav Jacobson, ont travaillé mamage des années et des années pour isoler des solutions qui soient abordables pour l'ensemble du public, pas seulement pour une élite. Et pas seulement qu'il soit abordable, mais qu'il ne soit pas un demi-produit qui donne des demi-résultats, qu'il soit quelque chose qui réellement donne des outils en main aux parents pour améliorer considérablement la situation du relationnel avec les enfants. Bezrat Hashem, on va essayer de voir ça très rapidement. Le Rav nous dit qu'il y a 3 moments dans la journée qui sont des moments un petit peu comme de Het Ratzon. Ce sont des moments au niveau émotionnel qui ont une teneur considérable. Le Rav nous dit qu'il suffirait, dans un premier temps, d'investir dans ces 3 moments 10 minutes. Donc c'est une demi-heure par jour. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Et il nous dit, lui il s'engage, il a les épaules beaucoup plus larges que moi, je peux vous dire. Lui il dit, on aura évité la majeure partie des dommages du manque de relationnel entre nous et les enfants et du contexte problématique, les khatrila a priori dans lequel nous vivons. Ces 3 moments sont le moment du coucher, 10 minutes avant de dormir, le moment du départ à l'école, 10 minutes avant de partir, et le moment du retour de l'école, 10 minutes après être arrivé à la maison. On va un petit peu détailler, bien évidemment. Ces 3 moments, le Rav nous dit, ne croyez pas que je les ai choisis par cruauté préméditée, d'avoir choisi les pires moments. Mais si c'est les pires moments, c'est justement un révélateur rétroactivement que ces moments sont tellement critiques au niveau émotionnel que si ça ne passe pas bien à ces moments-là, l'enfant ne pourra pas le supporter. Et c'est pour ça qu'il va faire des problèmes. L'enfant peut s'adapter. L'enfant, sa maison, c'est sa norme. Il ne connaît pas autre chose. Donc l'enfant a une capacité d'adaptation inouïe, même des fois dans des foyers où, Khalila, il y a eu des choses tellement, tellement terribles, l'enfant s'est habitué. Mais dans ces 3 moments-là, qui sont des moments vraiment de teneur émotionnelle phénoménale, alors dans ces 3 moments-là, si ça ne se passe pas bien, l'enfant ne pourra pas supporter ça. Donc il va faire des problèmes, il va chahuter, ça ne va pas bien se passer et ça va ne faire que augmenter le phénomène. Donc Bezrat Hashem, nous on veut des solutions. Alors, il nous dit, le Rav, il utilise le mot Pikuach Nefesh Shel Hador, un mot très fort. C'est une mesure d'urgence de la génération. Il dit, il faudrait enseigner ça aux jeunes filles avant de fonder des foyers. C'est pour ça que j'ai une grande émotion de venir transmettre à ce public de qualité cette chose-là. Je me sens un devoir pieux de venir faire cette chose-là. C'est des choses qu'il faut faire savoir. Maintenant, vous allez me dire, bon, ok, Tarles, comment on va faire avec ça? On va commencer par regarder rapidement le coucher. Le Rav nous dit, l'enfant doit aller se coucher dans une atmosphère de chaleur, d'amour et en bonne relation avec ses parents. Et je rajoute, ce qui est plus gênant, quelles que soient les circonstances qui ont précédé le coucher. C'est en général plus difficile, puisqu'on a toujours une bonne raison. Non, ça, il faut le traiter tout de suite. Non, ça ne passera pas. Eh bien non. Il faut que tu comprennes que 10 minutes avant de dormir, ça doit être apaisé. Le moment du sommeil a une telle valeur émotionnelle que ça vaut la peine de différer ce qu'on a à faire, de différer les éventuelles choses qu'on a à régler avec l'enfant, sans le lui dire, bien sûr. Demain, tu vas voir. Chas v'shalom. C'est pour ça que le Rav dit qu'il faut proscrire toute interaction négative dans les 10 minutes qui précèdent le coucher. Et il faut au contraire promouvoir toutes les interactions positives de chaleur, d'amour. Pourquoi? Parce que, nous dit le Rav une phrase très très forte en hébreu, mettez la ceinture, elle est un peu dure. Il nous dit la sensation avec laquelle l'enfant s'endort, c'est la sensation qui s'imprègne dans ses os.
Nous dit le Rav, et nous on ne le sait pas ça, nous dit le Rav, plus que ça, c'est qu'un enfant, si le moment du coucher se passe de façon chronique, de façon hostile et désagréable, je parle de façon chronique, n'ayez pas peur s'il y a une fois, mais quand c'est chronique et ça devient vite chronique, c'est ça que je veux vous dire, les habitudes se prennent très vite, alors il nous dit « Ayela deze igdal patsua vepagua ». Une phrase très dure également. Cet enfant-là grandira blessé, endommagé, avec un réservoir d'animosité qu'on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à cet enfant? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au courant de la teneur émotionnelle phénoménale d'avant le sommeil. Vous savez, cette chose-là est valable aussi pour les adultes. Remarquez que dans Kriyat Shema, c'est bien de lichon mais fouillas, c'est bien de s'endormir apaisé. On dit dans Kriyat Shema, oui, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait des problèmes et fait du tort. Pourquoi on dit ça? Par altruisme, pour faire du bien au monde entier? Oui, on en fait effectivement. Mais le premier qui bénéficie de ça, c'est toi. Ben, c'est pas bon de dormir fâché. Pas qu'avec les enfants, hein. Alors, pour toi, c'est pas bon de dormir fâché. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend le Rav. Le sommeil, et ça c'est pas connu non plus, est un amplificateur de sensations. Nous ne savons pas ça. C'est-à-dire qu'un petit incident qui s'est passé avant le sommeil, pour nous, c'est perçu dans notre perception. Ok, c'était un petit accrochage, rien de très sérieux. Mais le Rav vient ouvrir nos yeux sur une réalité extrêmement importante. C'est que ce petit accrochage dans le sommeil va s'amplifier des milliers de fois. Ce qui veut donc dire que si c'est vrai pour le côté négatif, combien c'est plus vrai dans le côté positif? C'est-à-dire que le sommeil peut devenir notre partenaire. Si on va encourager des bonnes sensations avant de dormir, eh bien tout ce bien-être, cette chaleur, cette sensation qu'on l'aime, vont s'amplifier dans le sommeil et peut-être venir combler les manques dans lesquels nous vivons. Donc il y a toujours une contrepartie positive, et même la contrepartie positive est toujours beaucoup plus grande que celle qui est négative. Mais il faut quand même être sensibilisé à ce fait. Si c'est comme ça qu'il faut donc proscrire toute interaction négative, il nous dit en aucun cas dire à l'enfant « je vais tout raconter à papa » avant de dormir. En aucun cas dire à l'enfant, surtout pour les émotionnels qui ont le cœur tendre, elle n'en peut plus. Tu vas voir demain. Attends, tu vas voir. Chas ve shalom. Ce sont des choses à éliminer complètement. Et en règle générale, le Rav est très édulcoré, il essaye de faire passer des messages progressivement. Mais sur ce point-là, c'est pour ça que je viens parler de ce point aujourd'hui, sur ce point-là, il est extrêmement chad, extrêmement incisif. Il dit c'est une chose qu'il faut faire changer le plus vite possible, si ce n'est pas le cas. Maintenant, je vais vous donner quelques petits points que dans mon propre travail personnel, j'ai dû déployer pour faire changer les choses, parce que je n'ai pas commencé de cette façon-là du tout. Je me suis rendu compte que la première chose pour que ça se passe bien, c'est des mots, tout ça, c'est très joli. Tard là sur le terrain, comment on va faire? Il y a un premier art à apprendre. L'art de savoir passer outre. L'évater. Alors on dit aux enfants toute la journée, t'évater, t'évatri, ma fille, t'évatri, concède à ton frère, concède à ta sœur. On apprend aux enfants le vitour tout le temps, t'évater, t'évater. Imat, yodat, l'évater. Tu sais concéder? Je n'ai pas dit céder, j'ai dit concéder. Céder, c'est une forme de faiblesse. Je n'ai pas le choix. Concéder, c'est un choix, c'est de la gvoura, c'est gibor, c'est de la force. Savoir concéder, c'est être construit. Savoir concéder, c'est être adulte, c'est être fort, gibor. Savoir concéder, ça veut dire que prendre un peu de la hauteur. Il est vrai que notre génération a du travail à faire sur la maturité. C'est notre défi. Ce qui veut donc dire que bien souvent, on se retrouve dans des situations, dans des foyers, où c'est une grande fille qui se chamaille avec une petite fille. Je n'ai pas dit qui c'est la grande fille. Et quand c'est comme ça, alors effectivement, quand l'enfant m'a vraiment énervé, vous voyez, je sais très bien le faire, alors quand il m'a vraiment agacé, comment je vais faire? Le Rav nous dit, tu vas, tu te laves la figure et tu reviens avec le sourire. Alors certaines disent, mais je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, alors ça veut dire que tu es dans un état de maturité, où c'est la petite fille qui est en train de se chamailler avec la grande fille, avec la... Oui, je ne sais plus. Vous avez compris. Bekitsour, donc cette histoire-là, bien sûr, je vous le dis en un mot, c'est le temps que j'ai, donc je vous le dis en un mot, mais c'est effectivement un travail de fond. Un travail de fond dont le premier bénéficiaire sera maman.
C'est une merveille de prendre de la hauteur, c'est une merveille de prendre de la maturité. Combien on se sent bien, mechoubad, quelle sensation extraordinaire c'est de sentir qu'on a pu se dépasser. Et c'est ce qu'il faut apprendre. Aller se laver la figure et revenir avec le sourire. Que la dernière interaction se passe bien, que l'enfant il s'endorme avec cette sensation agréable. Deuxième élément qui peut aider, deuxième outil, c'est quand quelque chose est très important, on doit se préparer à l'avance. Si c'est extrêmement important, si ça change dans notre tfissa, dans notre perception des choses, que le sommeil, le coucher est devenu très important, alors il ne faut pas le bâcler, il faut se préparer à l'avance. On va à une soirée importante, on se prépare à l'avance. De la même manière. Se préparer à l'avance et prévoir beaucoup plus de temps qu'il ne semble qu'il nous faudrait. Ça, je dis ça à celles qui n'ont pas la montre suisse intégrée comme moi. Tu penses qu'il faut une demi-heure? Prévois 1h30. Pourquoi je vous dis ça? Je suis tombée sur ces choses-là. Alors j'ai vu à quel point des fois tu changes simplement cette chose-là, tu changes tout. Parce que si tu prends le temps nécessaire pour faire ces choses-là, tu prépares ta réussite. Mais si tu ne prends pas le temps nécessaire et que tu dis non, on va faire ça vite, tu ne vas pas réussir, tu vas être frustré, tu vas être fâché, que les enfants ne coopèrent pas, et sur qui ça va tomber? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des petits outils de rien du tout, mais ça peut changer beaucoup de choses. Je vous en parle effectivement très rapidement, on les voit beaucoup plus en détail d'habitude. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Prévois plus de temps, prépare-toi à cette chose-là. Pourquoi? Parce que également les enfants, pourquoi ils ne veulent pas aller dormir? On pense que c'est parce qu'ils veulent nous embêter. Pas du tout. Ils ne veulent pas nous embêter. Les enfants, des études ont montré qu'ils ont inconsciemment peur du sommeil. Ils n'ont pas peur de la nuit ou du noir. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Ils ont peur du sommeil. Le sommeil, c'est un lâcher-prise, c'est l'inconnu. Chez nous, l'adulte, on a appris à être mitgaber sur ça. Ça veut dire à gérer cette chose-là. Mais l'enfant, il n'a pas encore appris. Donc, il a réellement peur du sommeil. Alors, il fait toutes sortes de résistances et toutes sortes de problèmes avant de dormir. Ce n'est pas pour te remettre en question, ce n'est pas pour te défier. Il a réellement peur. Donc, pour diminuer cette peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer la routine du coucher en un cérémonial plus ou moins fixe. À peu près aux mêmes heures, avec un cérémonial. Vraiment, j'utilise le mot de tekes en hébreu, il a utilisé. Que ça prenne la tournure d'une routine fixe et chaleureuse. Les éléments qui sécurisent un enfant, qui l'apaisent, qui font que la coopération va devenir plus grande avec lui, c'est fixité et chaleur. C'est pour ça que plus une règle est flottante, plus elle crée de la frustration chez l'enfant. Plus une règle est fixe, moins elle crée de la frustration chez l'enfant. Donc essayez de rendre plus régulier ces choses-là. Maintenant, je vais passer très rapidement sur le départ le matin. Alors, il est bien de réveiller les enfants avec de bonne humeur. On commence du pied droit, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est mieux. Mais il nous dit, le moment crucial, c'est les 10 minutes avant de sortir. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la sortie de la maison, il nous dit, dans le contexte de vie que nous avons, est une épreuve pour l'enfant. Aujourd'hui, il y a des ramassages scolaires. C'est plus l'école en face de la place de la Fontaine. Les ramassages scolaires, c'est pas tellement très agréable, vous savez. Les gens, ils sont un peu énervés là-bas. Même des fois, le ramasseur scolaire, il n'est pas de bonne humeur dès le matin. Il y a de l'agressivité avec les enfants. C'est une épreuve. Ils ont de la distance parfois géographique. Il faut réaliser. Et puis aussi, quand ils sont à l'école là-bas, chez toi, c'est mon fils, mes yeux, ma vie, mon bonheur. Là-bas, c'est un numéro. C'est notre réalité. C'est devenu industriel. C'est comme ça. Donc tout ça, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour te dire, rends-toi compte des défis que l'enfant il doit relever. Comment tu vas le faire sortir et qu'il va être capable de relever toutes ces choses-là? Remplis-le. Les 10 minutes avant de partir, c'est ça la fonction qu'elle a. Que ça se passe bien, chaleureusement, qu'ils partent avec des brachot, qu'ils partent bien, qu'ils partent pas, bon débarras. Et quand un enfant il part comme ça, bon débarras, mais il y a là ça, dépêche-toi, mais pars par la fenêtre déjà, tain. Quand c'est comme ça, comment l'enfant il va passer sa journée? Après, on explique, le Rav dit, ça explique des problèmes de violence à l'école, des problèmes de cruauté. Pourquoi de violence? Pourquoi de violence? Il dit parce que quand l'enfant il sent pas qu'il peut s'appuyer sur un bayit ram, une maison chaleureuse sur laquelle il peut s'appuyer, alors il essaye de développer de façon artificielle de la puissance et de la force par la violence. Ou mesagel atzmo, il essaye de s'adapter à la situation tout simplement. Donc nous, on va se reporter à ce que dit Eshet Raïl. L'otira le beita mishalek ki chol beita lavush shanim. Elle ne craint pas, Eshet Raïl, la femme vaillante, des rigueurs du froid à l'extérieur, parce que toute sa maison est vêtue d'écarlate. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? C'est les rigueurs du froid, c'est les microbes spirituels, vous voyez, qui sont dehors.
L'autre ira, elle n'a pas peur. Pourquoi elle n'a pas peur? Elle est complètement sereine. Elle les envoie sereines. Qui kol beita lavu shanim, parce que toute sa maison est vêtue d'écarlate. L'écarlate, c'est le rouge, le chaud, la chaleur. Ses enfants, ils sont imbibés de chaleur, elle n'a pas peur. Donc ça, c'est pour le départ. Maintenant, le retour, j'ai jamais fait aussi vite, hein, je suis en train de m'adapter à la situation. Le retour, pardon, juste pour le départ, encore un élément. Rappelons-nous qu'il y a une mitzvah de raccompagner les invités. De la même façon qu'il y a une mitzvah de raccompagner les invités, tu peux le faire et tu dois le faire avec tes enfants. On dit que c'est l'invité qui a été mal raccompagné, s'il lui arrive du mal en chemin, qu'est-ce qu'on dit sur ça? Que le raccompagneur qui n'a pas raccompagné, il a un petit peu de part dans ça. Pourquoi? Si c'est vrai pour des invités, combien c'est plus vrai pour les enfants? Il faut les raccompagner. Les inonder de brachot, dans les escaliers, tu cours derrière. Non, j'exagère, c'est tunisien ça. Moi, je suis tunisienne, alors. Mais ça veut dire essayer de faire cet effort, de le blinder, qu'il parte blindé. Et après, toi, l'autre ira. Toi, tu es sereine après. C'est pas la peine de partir en inquiétude. Tu peux être sereine. Tu as fait ta part, Akadosh Baruch Hu fera la sienne, et il va le protéger là où il va aller. Mais fais ta part. Le retour de l'école. Le retour de l'école, c'est pareil, c'est un moment très, 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 très important émotionnellement. Alors, essayez d'accueillir, Be'ezrat Hashem, chaleureusement les enfants. Qu'est-ce qui parasite, qu'est-ce qui dérange cette chose-là? Pourquoi? On le sait. Pourquoi ça ne se fait pas tout le temps? Parce que le piège numéro 1, c'est que le matin, la femme, si elle est à la maison, elle est en mode fonctionnel. Et elle a bien raison. Si elle était en mode émotionnel, de quoi aurait l'air la maison? Donc elle est en mode fonctionnel. Maintenant, toute la difficulté va être la capacité de switcher complètement au moment où les enfants viennent, de passer en mode émotionnel. Parce que si tu restes en mode fonctionnel, qu'est-ce que tu vas penser? J'ai pas fini, j'ai pas terminé, le repas il est pas prêt, j'ai pas terminé, il reste le repassage, il reste là. Comme nous ont dit des personnes beaucoup plus grandes que moi, le repassage, personne ne va te le prendre. Les ustensiles dans l'évier, personne ne va te les laver, j'ai vérifié. Donc laisse-les tout cela, laisse-les de côté, occupe-toi du Ikar. Le Rav dit En davar yoter chashuv mise. Il n'y a pas une chose plus importante que ça, accueille tes enfants. Accueille-les, pourquoi? Parce que c'est prouvé cette chose-là, il y a même des études qui ont été faites sur ça, que la dernière heure de cours à l'école, il y a une surexcitation. Celle qui est mora, elle le sait. Pourquoi? Il y a des études qui ont fait des tests, ils ont avancé l'heure de 2 heures, ils ont repoussé l'heure de 3 heures. Invariablement, la dernière heure de cours, il y a de la surexcitation. Des études ont été faites, ont mis en évidence une chose incroyable. Pourquoi cette surexcitation? Écoutez bien, c'est l'appréhension des retrouvailles avec le foyer. Mais pourquoi? C'est très bien de rentrer à la maison. Oui, mais l'enfant, il porte en lui, dans tout ce climat que je vous ai décrit très rapidement, je sais, il porte en lui un doute. Est-ce qu'ils vont être contents de me voir? Est-ce qu'ils m'ont langui? Est-ce que cette rencontre renouvelée entre nous va conforter nos liens ou va renforcer mes doutes? L'enfant ne dit pas ça, il ne sait pas ça, mais c'est ce qui se passe au niveau inconscient. C'est pour ça que l'enfant, quand il rentre, il faut qu'il entende qu'il nous a manqué. Et vous allez dire, oui, mais enfin, j'avais voulu une demi-heure de plus, j'ai pas fini. Oublie tout ça. Maintenant, tu es en train de construire un empire, tu comprends? Tu es en train de construire un monde. Un monde, un empire. Tu sais pas tout ce qui peut sortir de toi. Des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, et tout cela, avec les efforts personnels que tu fais à la maison, que personne ne voit. Et qui peuvent construire un empire d'or, les tiferet. Be'ezrat Hashem. Donc, le retour est très important. Si on n'est pas à la maison, c'est le cas de beaucoup de femmes, elles ne sont pas à la maison, elles travaillent. Le Rav dit, c'est embêtant. Mais si c'est la situation, soit se préoccuper de laisser tous les jours un signe de ta présence, un petit mot, un petit quelque chose. Et il ne dit pas tous les jours le même mot. Et pourquoi ça? Certains m'ont dit, on peut téléphoner. J'ai dit, c'est vrai, mais téléphoner, c'est fonctionnel. Le petit mot, il a la faculté de surprendre. Parce que le petit mot, il a été écrit quand toi, tu n'étais pas là. Et c'est tout ce qui fait son effet à l'enfant. Parce que finalement, pour renforcer les relations affectives et émotionnelles entre les gens, il faut surprendre. C'est valable pour tous les cadres que je ne détaillerai pas ici. Surprendre, c'est ce qui conforte les liens. Quand je te donne dans les choses normales, évidentes, ok. Mais quand je te donne et que ce n'était pas attendu, ça fait tout son effet. Ça rassasie. Ok?
Donc le Rav nous dit que même si ça semble incroyable ce qu'on est en train de dire ici, qu'en améliorant ces 3 moments-là, on peut améliorer considérablement la qualité relationnelle entre nous. Le Rav nous dit qu'ils ont traité des enfants qui étaient violents à l'école, problème de violence, problème de concentration et d'apprentissage, tellement contemporain. Des problèmes comme ça, très souvent, la source, elle est rikshit, elle est au niveau émotionnel. Et en améliorant la proximité émotionnelle entre parents et enfants, ils ont réussi, sans traitement miktsoi à part ça, sauver des situations. Sauver des situations. Mettre un petit mot dans le cartable. Je pense déjà à toi. Tu me manques déjà un petit chocolat, un petit quelque chose. Des petits gestes de rien du tout qui construisent des mondes entiers. Donc, Bezrat Hashem, celle qui n'est pas à la maison et qui va donc rentrer à la maison après les enfants, avant de rentrer à la maison, prépare-toi à cette chose-là. Le Rav nous dit que son grand-père, il avait pris sur lui, avant de rentrer à la maison, de manger toujours un petit quelque chose. Une fois, le Rav Yakovson petit a assisté à cette chose-là. Il lui a dit, grand-père, pourquoi tu manges? Grand-mère est une bonne cuisinière. Il lui a dit, chez nous, c'est un minag de génération en génération. On ne rentre jamais à la maison en ayant faim ou en ayant soif. Pourquoi? Ki babait matrila avodat Hashem. Parce que dans la maison, voilà, on commence la avodat Hashem. Le ikar, l'essentiel de notre avodat Hashem, c'est dans la maison. Rav Chaim Vital, il dit comme ça, dans les 4 murs de sa maison, l'homme, il est évalué. C'est le plus important. Mais ça ne fait pas de publicité, c'est vrai. Mais c'est le plus important. C'est là-bas que tu construis ton intériorité. C'est là-bas que tu peux puiser le maximum de satisfaction si tu apprends à enregistrer tes petites victoires. Ne voyez pas ce travail comme un tout ou rien. C'est un travail progressif. Il faut savoir comment on travaille. Comment on travaille, enregistre tes petites victoires. Développe de la satisfaction quand tu les as bien couchées. Quand tu as passé du temps et que tu avais envie de faire autre chose à ce moment-là, parce qu'il faut s'éduquer à ça. Développe de la satisfaction. Tout ce que je vous dis là, c'est une forme de... Je vous informe sur un devoir supplémentaire maintenant. Ok, il va falloir faire attention dans ces 3 moments. Ce devoir va vous donner la force de prendre la décision, peut-être, Bezrat Hashem, d'améliorer les choses. Mais qu'est-ce qui va vous suivre tout le chemin? Quel est le carburant, l'essence qui va vous donner les forces de continuer tout le chemin, de pérenniser ça? C'est de s'éduquer à avoir de la satisfaction de ça. Autrement, ce n'est qu'une décision à un certain moment et ça passe. Le Rav nous dit qu'un certain Talmid Chacham, avant de rentrer chez lui, il le voyait tout le temps marmonner, quelque chose d'inaudible. Et un jour, il a su ce que ce Talmid Chacham disait. Avant de rentrer chez lui, tout le temps, il disait « Bebet Elokim nelech beregesh ». On rentre dans la maison d'Hachem. C'est comme ça qu'on voit cet changement de vision de notre maison, comme notre petit Beth Amikdash. C'est ce qui va nous donner les forces, c'est ce qui va nous donner l'énergie pour Bezrat Hashem. Investir davantage d'efforts là-bas. Là-bas, tu te construis. Et je vous donne un dernier petit message pour Tou Bishvat. C'est que puisqu'aujourd'hui, c'est Tou Bishvat, Bechaz de Hashem. Tou Bishvat, c'est une symbolique très forte. C'est une révolution silencieuse. On fête Tou Bishvat aujourd'hui. Mais pourquoi? Il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien. Les arbres sont encore désolés. Pourquoi on fête aujourd'hui? Fêtons dans 2 semaines quand l'amandier va fleurir. Non, le juif, il s'attache à l'intériorité des choses. Aujourd'hui, c'est la première fois de l'hiver que la sève remonte dans les arbres. Tu ne le vois pas, toi. Rien n'est perceptible, mais pourtant, une révolution, elle est déjà en marche. Alors, rendez-vous compte chacune, dans vos petits efforts, dans nos petits efforts de tous les jours. Des fois, on ne voit rien. Voilà, j'ai fait, ça n'a rien donné. En davar kazé, il n'y a pas une chose comme ça. Nous, juifs, on s'attache à l'intériorité. Il se peut que tous les efforts que tu as faits, ils sont en train de produire des fruits que tu ne vois pas encore. Dans 2 semaines, l'amandier va fleurir. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach.